être le plus heureux du monde et au final, c'était assez difficile. Voilà ce que confiait cet été dans une mini-série sur France Info. Julien Absalon, double champion olympique de VTT. On est alors en 2008. Il vient de rafler la médaille d'or aux Jeux olympiques d'Athènes. Et pourtant, comme il le dit, il a tout pour être heureux et il déprime. Une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze aux Jeux olympiques, c'est pourtant le Graal pour un sportif de haut niveau. Mais l'après-médaille est parfois compliqué à gérer. Il y a un sentiment de bonheur sur le moment, je pense qu'on va en parler dans quelques instants, mais il y a parfois aussi des difficultés psychologiques. Le blues post-médaille des athlètes et plus globalement la gestion de la médaille, la notoriété, parfois l'argent, les nombreuses sollicitations, tout ça, comment on le gère après les Jeux Olympiques? C'est le thème de la table ronde qui va débuter dans une seconde. Elle est animée par Paul Barcelone. Bienvenue à tous. Merci Cyril, bonjour à tous, ravi de vous retrouver donc pour cette table ronde. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi Émilie Andéol. Bonjour Émilie. Bonjour. Championne olympique de judo, c'était à Rio, on s'en souvient, en plus de 78 kilos. Évidemment, et on va reparler de la façon dont vous avez profité ou pas de cette médaille dans un instant. À vos côtés, Laurence Dacoury. Bonjour Laurence. Bonjour. Directrice de l'agence Blanco Negro, vous gérez et vous êtes une spécialiste des relations presse, de l'image, de l'influence des sportifs. Un autre champion olympique à ma gauche, Andy Thimot. Bonjour Andy. Bonjour. Vous êtes champion olympique de rugby à 7. Vous avez été l'un des héros de la finale. Et puis bonjour Thomas Mayer. Bonjour. Vous êtes le manager, l'agent et le frère de Kevin Mayer, décathlonien, double vice-champion olympique, 2 fois médaillé d'argent aux Jeux. D'abord Andy, pour commencer peut-être, parce que vous êtes médaillé d'or à Paris, vous nous avez fait rêver au Stade de France en finale. Est-ce que vous êtes toujours sur votre petit nuage et est-ce que votre vie a changé cet été avec ces Jeux à Paris? Oui, ma vie elle a complètement changé. Quand je suis retourné cet été sur mon île en Martinique, tout le monde me reconnaissait. J'ai eu un accueil chaleureux de toute mon île. Après, je suis plus trop sur mon nuage parce que ma saison elle a repris. Et, j'ai repris une saison du coup et j'ai vite mis de côté, même si elle est toujours près de moi. Ça veut dire que le temps de profiter de la médaille, là en l'occurrence, vous étiez en plus la première équipe de France à ramener une médaille d'or, la première médaille d'or pour la délégation française. On sait que vous avez fait la fête beaucoup au Club France. Ça veut dire que le moment de fête, d'euphorie, d'émotion, il retombe très vite, il passe très vite? Ouais, je confirme, on a fait beaucoup la fête, surtout moi, au Club France. Non, ouais, l'ascenseur émotionnel, il est présent. Franchement, mais... Vous avez fait combien de nuits blanches? J'ai arrêté de les compter au bout de la deuxième. Non, mais après on se fixe d'autres objectifs, désolé. Et ouais, on essaye de viser. J'ai que 20 ans, j'essaye de viser les prochains Jeux dans 4 ans à Los Angeles. En 2028 aux États-Unis. Émilie, on entend Andy qui nous dit voilà, j'ai fait la fête, j'ai profité. Vous aussi, après Rio, je rappelle, médaille d'or, plus de 78 kilos en judo. Vous avez réussi à profiter ou est-ce que très vite vous avez tourné la page de cette médaille d'or? Sur le coup, non, j'ai profité. Sincèrement, j'ai profité et c'est vrai que... Pareil en faisant la fête comme Oui, on dit. bien sûr, en faisant la fête à Rio, même en rentrant. Mais c'est vrai que quand je suis rentrée, tout de suite, j'étais quand même mis à la réalité parce que quand on est à Rio, au jeu, on est dans son monde, on est entre nous. Et je ne m'en rendais pas compte forcément de la portée de ma médaille. Et moi qui pensais revenir un peu dans l'anonymat où j'étais, parce que je suis quelqu'un de nature un peu introverti. Et c'est vrai que là... tout le monde me reconnaissait et ça a été très compliqué à gérer un peu l'attente, l'attention que je portais du fait que je sois devenue championne olympique. Et après tout l'écosystème, parce que moi je voulais justement, vu que j'ai eu ma médaille assez tardivement, je suis devenue championne olympique en fin de semaine. Voilà, en fin de semaine, mais aussi à l'âge de 29 ans. Ça faisait 10 ans que je faisais du sport de haut niveau. J'avais des problèmes de genoux, donc je voulais vraiment savourer, profiter de ma médaille le plus longtemps possible. Et le retour à la réalité a été très dur. Au-delà de l'âge, le moment de la programmation, en fin de semaine, vous avez combattu, vous avez vu d'autres médailles avant vous. Est-ce que ça a joué aussi mentalement ou pas?
Non, non, limite, moi, ça m'a fait j'étais dans ma bulle, donc il n'y avait aucun souci. Je savais pourquoi j'étais là. C'est vrai que pour les gens autour ne s'attendaient pas forcément à ce que je devienne championne olympique. Moi, je sais que je venais pour le titre, donc même s'il y avait des médailles avant, limite, ça me galvanisait, ça me disait, tu peux le faire, vas-y, toi aussi, tu peux aller décrocher une médaille. Est-ce que vous pouvez nous raconter, je disais dans la presse en préparant cette table ronde, cette médaille d'or, elle s'est transformée en torture, Oui. ça a été atroce. Sur C'est l'après, un témoignage qui est extrêmement marquant, que vous avez fait après Rio. Oui. Manière de dire que finalement le retour sur Terre, la manière de redescendre dans la vie de tous les jours a été extrêmement difficile à vivre. Comment ça s'est matérialisé Oui, parce que, et même encore là, avec le recul, je dis que sur ma médaille, il y avait un revers de la médaille, en fait. Donc ça a été génial. Comme on dit, le parcours, quand on est athlète de haut niveau, on n'a qu'un rêve, c'est justement d'aller décrocher ce Graal, le Graal olympique. Je suis montée sur le toit de l'Olympe. C'était parfait. J'ai adoré ma journée, ma Marseillaise, tout. Voilà. Pendant les Jeux, j'étais aussi toujours sur mon toit de l'Olympe. Et c'est vrai, le retour, je pensais plutôt être, je sais pas, je m'étais dit, oui, j'ai fait championne olympique, mais ça va changer bien sûr ma vie, mais je m'attendais pas à ça. Ça a été franchement un raz-de-marée, c'est que je pouvais plus faire mes courses, mais des petits trucs tout bêtes, mais moi qui suis tranquille de nature, je pouvais plus faire mes courses, les gens me voyaient plus par une médaille. Et en fait, ça a été dur pour moi de gérer cette partie-là. Depuis qu'on me voit comme Émilie Andiol, une personne de tous les jours, et on ne voyait plus comme une médaille. Et même comme si vous étiez passé dans un autre monde. Voilà, j'étais passée dans un autre monde et que j'avais tous les jours ma médaille autour de mon cou. Et même après l'attention des gens. Je trouvais qu'on m'attendait plus, même sur ma reprise d'entraînement, je devais reprendre limite plus tôt. Tout le monde m'attendait au tournant. La partie médiatique, avant, je pouvais faire des compètes. Personne me calculait avant, on va dire. Maintenant, tout le monde m'attendait. Et comme je disais, mais j'ai 2 bras, 2 jambes comme tout le monde. Avant, je pouvais gagner comme perdre. Et bien oui, c'est pas parce que je suis devenue championne olympique, je suis devenue Superman, Superwoman. Et donc, du coup, l'attente de tout le monde m'a mis énormément de poids sur les épaules. Et à un moment donné, oui, je me suis dit, sincèrement, je regrette d'être devenue championne olympique parce que c'est trop de poids qu'on me met sur les épaules. Moi, j'ai juste envie de kiffer ma médaille tout simplement, tranquillement dans mon coin. Et là, on m'a mis trop de pression. En tout cas, oui, j'avais trop de pression des gens. Et c'est vrai que l'année après ma médaille, ça a été une de mes pires années. Laurence, il y a un point commun dans ce que disent à la fois Andy et Émilie, c'est l'explosion en termes de notoriété. Comment on gère ça? Vous êtes une spécialiste des relations presse, de l'image, de l'influence, je disais tout à l'heure, des athlètes, des sportifs de haut niveau. Oui. Comment on gère ce passage-là, presque de l'anonymat jusqu'à la lumière totale? Ça a été le cas encore cet été avec des tas d'athlètes aux Jeux de Paris à la maison. C'est un des sujets, de l'anonymat à la lumière totale ou de l'attente. Donc de la lumière à la lumière, ce qu'est le cas de Teddy si on compare sur le sujet d'Émilie. Et je pense que ça change beaucoup, autant de cas que d'athlètes en fait. Hein. Donc c'est vrai que l'accompagnement des athlètes, normalement, si on passe de l'anonymat à la lumière, l'accompagnement des fédérations ou des structures qui sont mises en place, parce que peu d'athlètes ont les moyens de se doter d'un accompagnement professionnel ou spécialisé. Donc c'est souvent l'écueil en fait, et les gens ne sont pas prêts dans ce qu'on entend avec Émilie. Je ne sais pas, c'est un club, c'est un sport pro, hein, c'est un petit peu différent. Tu dépends d'un club et je pense que le club est une autre structuration. En l'occurrence, le Stade Français, c'est ça. C'est ça, le Stade Français. Voilà. Donc le sport individuel, c'est très particulier. L'athlète est il se retrouve face à, si la fédération a d'autres titres ce même jour ou d'autres choses à gérer, c'est pas évident pour l'athlète. Ouais. Thomas, comment votre frère, et puis peut-être même vous, à titre individuel, vous avez géré ça, ce passage d'une forme d'anonymat, une forme de notoriété? D'abord, est-ce que ça a été le cas pour Kevin ou moins? Et comment vous avez géré ça, qui plus est en famille en plus? Pour le coup, le parcours de Kevin a été plus graduel, je pense. Il a tout gagné chez les jeunes. Après, il a mis quelques temps à faire des médailles chez les seniors, mais ça a mis 3-4 ans. Et pareil, ça a été graduel. Ça a commencé par des médailles d'Europe. Des bonnes places au championnat du monde, puis après champion du monde, record du monde, médaille olympique. Donc on a moins ressenti ça. En plus, quand il a vraiment explosé, c'est-à-dire à Rio, je ne travaillais pas encore pour lui, donc pour le coup, moi, j'ai rien ressenti. Même le frère n'a rien ressenti, non? Si, après, ça faisait... Non, mais ça faisait longtemps, en fait. Moi, je me rappelais que ça faisait bizarre quand je voyais des articles de Kevin dans l'équipe, par exemple. Mais ça, c'était plus en 2010, 2011, quand il commençait à être champion de France, champion du monde junior, etc. Par rapport aux Jeux Olympiques, il était déjà plutôt bien installé dans l'écosystème sportif français. Donc on n'a pas trop ressenti ça. Et je pense que Kevin l'a jamais mal vécu. Laurence, tu vas pas me contredire. Ça a été toujours assez
assez graduel, comme j'ai dit. Donc nous, c'est pas un truc qu'on a eu trop à gérer, même si pareil, Kevin, il aime bien pouvoir faire ses courses, tout ça. Mais en fait, c'est venu tellement avec le temps que ça l'a jamais trop dérangé, quoi. Donc il n'y a pas chez Kevin de sensibilité au blues du post-médaille, entre guillemets? J'ai pas l'impression. Je pense qu'il aurait préféré faire une médaille cet été. Donc non, lui, une médaille, c'est vraiment, il vit pour ça, et depuis qu'il est très jeune en athlète, donc lui, c'est vraiment c'est son leitmotiv dans la vie. Donc lui, une fois qu'il a sa médaille, sa saison, elle est réussie, il part en vacances, il y a pas de... C'est son objectif ultime pour chaque saison, quoi. Comment justement, et pour répondre complètement à la question de la table ronde, on profite de la médaille? Là, vous dites partir en vacances, on a envie de retrouver son quotidien. Est-ce qu'il y a aussi Après, je pense que ça dépend beaucoup de chaque athlète, quoi. Chaque athlète a sa manière de profiter, mais je pense que ce qui est super important, c'est de savoir profiter avec son cercle proche, son équipe, sa famille, parce que si on n'arrive pas à profiter de ces moments-là, ça va être compliqué de faire mieux qu'une médaille olympique quand on fait du sport. Donc c'est déjà super important d'en profiter d'un point de vue perso. Et c'est une fois qu'on a réussi à en profiter d'un point de vue perso, qu'on a pris un peu de temps pour soi, avec ses amis, sa famille, etc., qu'on pourra ensuite en profiter d'un point de vue pro et être à l'aise, épanoui dans ce qu'on fait et repartir pour d'autres challenges. On me dit comment vous en avez profité très concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Vous dites, je suis retourné chez moi, auprès de ma famille, auprès de mes amis, presque auprès de mes racines finalement. Après avoir fini de faire la fête au Club France, je me suis retrouvé quelques jours à partir à Palma de Majorque, tout seul, histoire de redescendre. Pour couper totalement? Ouais, voilà, pour couper totalement, pour redescendre. Et après, quand je suis revenu, je suis parti aux Antilles, retrouver la famille, me reconcentrer. Et j'ai repris l'entraînement aussi, histoire de recourir, de refaire transpirer ce corps qui était arrêté pendant un petit moment. Au-delà des festivités, vous aviez envie d'un retour aux sources? Je parlais de Racine à l'instant, mais c'est ça, de vous ressourcer, de refaire le plein des batteries? C'est ça, retourner à la maison, revoir la famille, papy, mamie, ouais, c'est ça, vraiment se recharger pour attaquer, pour reviser plus haut. Émilie, vous aviez ressenti aussi, quelques jours après la compétition, sachant qu'il y a aussi, on parlait des médias tout à l'heure avec Laurence, on va en redire un mot dans un instant, mais il y a aussi tout un protocole, la réception à l'Élysée par le président de la République. C'est ça, parce que quand je suis rentrée, tout de suite, je m'en souviens, quand on est descendu de l'avion, on a été accueillis tout de suite à l'Élysée, et même avant, il y avait un pôle média, je me suis dit, je vais me reposer. En fait, non, j'étais avec Clarisse en plus. Je lui dis, Clarisse Benienou, elle me disait, non mais Émilie, oublie, tu vas pas réussir à faire la sieste. Tu vas voir, tu vas faire des médias tout le temps. Et je lui dis, non Clarisse, t'inquiète. Et en fait, non, elle avait raison, j'ai pas arrêté. En fait, je me rendais pas forcément compte de ce que j'avais fait. Et donc, j'ai pas arrêté, j'ai enchaîné avec l'Élysée. Même après, quelques jours après, en fait, pendant 10 jours, j'ai fait que des médias. Et à un moment donné, j'ai dit à tout le monde, stop, j'ai besoin de couper. Je suis rentrée dans ma famille, je suis allée voir ma famille, et après j'ai dit, vous savez quoi, je vais même couper avec la France. Je suis partie en Grèce, une semaine. Comment vous êtes partie en Espagne? Sincèrement, j'avais besoin de me retrouver. Je suis partie avec des amis d'enfance, mais de me retrouver dans un endroit où personne ne me connaissait. Bon, il y avait quand même l'équipe. Les 2-3 premiers jours, je suis passée anonyme. Les autres jours, non, les gens m'ont reconnu. Après, ils m'ont laissé tranquille profiter de mes vacances. Mais oui, j'étais passée à un autre niveau, en fait. Laurence, il peut y avoir un trop-plein, il peut y avoir l'impression d'arriver à saturation parfois dans les sollicitations, dans les demandes diverses et variées. Comment, quand on est conseil comme vous, on fait le tri? La personnalité de l'athlète, c'est la première chose à considérer, et la volonté que cet athlète a de participer, de répondre favorablement aux sollicitations ou pas. Donc il y a des personnalités avec qui on sait que ça se passera bien, et d'autres où on sait qu'il faut modérer ça, parce que ça leur jouera des tours et ce sera très impactant sur la façon avec laquelle ils vont pouvoir profiter de cette médaille. Donc le trop-plein, c'est à nous aussi de l'anticiper. Alors, moi, j'ai eu la chance d'accompagner des athlètes sur le long cours, et le fait de pouvoir les préparer à une victoire, à un échec, c'est du travail en fait qui s'exerce sur une Olympiade. C'est-à-dire que Kevin, on travaille ensemble depuis 10 ans, Teddy, j'ai travaillé avec lui 15 ans. C'est des gens qu'on a le temps, avec qui on a le temps de travailler et de se dire, on anticipe. C'est beaucoup d'anticipation en fait, ces choses-là. Et si on veut correctement travailler, on sait que Kevin, par exemple, sera moins... il ne faudra pas... je sais techniquement, il y a des techniques en fait. Je sais qu'au-delà de 3 interviews, il va s'ennuyer. Il y a des petites... Parce que c'est les mêmes questions qui reviennent, parce que pour ça... Oui, puis il a besoin aussi de sa respiration.
Teddy avait une capacité, mais pourtant, on voyait très bien quand il s'ennuyait. Mais il donne le change. C'est quelqu'un qui a du talent pour ça. Donc, en fait, C'est un bon client, comme on dit dans mon jargon. Exactement. Mais en revanche, moi, je l'ai trop entendu. Donc, en fait, je pouvais presque faire les réponses à sa place. Donc, ça, c'est pas normal. Tu vois, sous prétexte qu'un journaliste veut avoir Teddy, lui, tout seul, ou un autre athlète, peu importe. En fait, il faut que nous, on organise... il faut que l'athlète soit heureux dans ce qu'il fait jusqu'au bout. Et on lui doit ça. Et si on doit ça à l'athlète, on doit bien le connaître. On doit travailler avec lui en amont. Et ça permet, nous, de ne pas aller trop loin dans les sollicitations. Il y en a qui peuvent faire 10 interviews dans la journée, d'autres 2. Et c'est chacun son rythme, en fait. Thomas, est-ce que vous pouvez nous raconter comment Kevin met tout ça en place pour préserver à la fois son équilibre? Il est extrêmement soucieux de ça, de cet équilibre-là, à la fois de répondre aux sollicitations et puis en même temps de garder cette part un peu de secret, d'intimité presque, j'ai envie de dire. Bah, la mise en place, lui, ça a été très simple, c'est qu'il s'est entouré de gens de confiance, entre guillemets. Sa famille, ses proches ou des gens avec qui il travaille depuis très longtemps, notamment Laurence ou Delphine Vereden, son avocate. Et en fait, c'est des gens qui le connaissent presque par cœur. Donc en fait, Kevin, il articule rien du tout. Kevin, il est là à la fin du processus quand il faut aller faire l'interview ou quand il faut aller voir telle marque pour faire un shooting. Enfin voilà, dans tout le processus de réflexion, de recherche auparavant, il n'est pas du tout impliqué. Lui, il est vraiment impliqué à la fin. Et lui, c'est ce qui lui va le mieux parce que lui, il est concentré sur son sport, sur son corps, sur sa technique. Et c'est tout ce qui l'importe. Et les débats qu'on peut avoir avec Laurence pendant des heures, entre guillemets, il s'en fout, quoi. Ça l'intéresse quand vraiment il a quelque chose à faire et qu'il faut y aller, parce que voilà, c'est aussi son métier. Mais sinon, il ne veut pas perdre de temps à réfléchir sur ces sujets qui l'intéressent, mais qui à la fois l'intéressent moins que sa vraie passion, quoi. Émilie, ça veut dire qu'au-delà des clichés de l'image qu'on peut avoir, que le grand public peut avoir d'une médaille d'or, la vie est belle, la vie en rose, etc., il y a aussi, vous disiez tout à l'heure un revers de la médaille, mais il y a des éléments de la vie qui peuvent devenir des désavantages, qui peuvent peser lourd d'un coup dans la vie d'un sportif. Mais, complètement. Et après, c'est aussi compliqué parce que moi, j'avais ça. Je me disais, mais te plains pas parce qu'il y en a qui font le même temps d'entraînement que toi, qui se sont entraînés comme toi et que malheureusement n'ont pas pu avoir cette médaille olympique. Toi, tu l'as. Et d'un côté, je sais que ça te pèse. Donc, vas-y, on y va, on répond à telle sollicitation. Les gens, ils aimeraient tellement être à ta place. Et donc, j'étais là, allez, on y va. Mais c'est vrai que d'un côté aussi, ça me pesait aussi parce que moi, j'aimais bien faire répondre à 1-2 interviews quand c'est tout le temps. Non, je m'en souviens, c'est vrai que lors à Rio, avec Teddy, vu qu'on a gagné le même jour, on avait commencé à faire un premier plateau. En plus, on avait répondu à plein de journalistes. J'avais dit, ah, c'est terminé, on va voir notre famille. Et là, Teddy, il me dit, non, mais Émilie, ça vient juste de commencer. Et ça faisait 2 heures. Et j'étais là, mais ça fait 2 heures. Il dit, non, mais ça vient juste de commencer. On est reparti à notre média. Encore. J'étais là, mais je sais pas comment tu fais. Et voilà. Et donc, c'est vrai que lui, le prenait quand même avec le sourire, il avait l'habitude. Et moi, c'était le début. J'étais là, ah voilà, c'est vrai. Je suis vraiment passée à un stade à part. Et c'est vrai que... Et avec le recul, je me disais, ouais, tu peux pas te plaindre. Et donc, des fois, c'est ça qui est compliqué. C'est que quand on a la médaille, pour en discuter après le retour, pour essayer justement d'évacuer ça, on n'a pas vraiment beaucoup de personnes vers qui se tourner. Moi, c'est vrai que je n'avais pas d'agent à cette époque-là, donc j'avais personne. Vous étiez un peu seul dans l'organisation? En fait, j'étais seule. Parce que j'étais seule dans mon organisation. La Fédé était quand même là, la chargée de communication essayait de m'aider, de m'accompagner. Encore une anecdote. Je m'en souviens, pareil, lors des Jeux, il y avait TF1 qui voulait faire un plateau avec moi. Il m'appelle, il me dit, oui, Émilie, on voudrait faire un plateau avec toi et ta famille. Je leur dis, c'est très gentil, mais non, merci. Parce que je connais ma famille, ils ne sont pas du tout médias. Là, ça fait franchement, on ne s'est pas vraiment vu depuis les Jeux parce que j'étais vraiment focus pour aller chercher la médaille. Maintenant que je l'ai gagnée, je veux juste passer du temps avec eux. Et du coup, elle me rappelle disant, Émilie, tu as refusé TF1? J'ai dit oui. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as refusé? Voilà, c'est tout à fait ça. Tu ne peux pas refuser TF1, donc il va falloir faire l'interview. Et là, j'étais là, ok, donc j'appelle tout le monde. Je dis, bon, TF1 arrive, passe l'après-midi avec nous. Après, on passera la journée. C'est le dernier média qu'on fait. Et j'ai dû expliquer aux gens, ouais, c'est le dernier média qu'on fait au jeu. Et maintenant, vous me laissez profiter de ma famille. Donc, voilà, j'ai dû conjuguer un peu toute seule. Et je n'avais pas forcément des gens avec qui m'appuyer. Et surtout, en parler après pour justement évacuer toute cette partie-là. Ça veut dire que ça passe très vite ce moment-là. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça, Andy, après la médaille d'or cet été? Moi, pas du tout. Parce qu'on a eu la chance d'avoir le meilleur joueur du monde avec nous, Antoine Dupont, qui a ramené la lumière sur le rugby à 7 et du coup qui a aussi récolté ce qu'il a semé. Et
du coup, ouais, il avait un peu tous les médias sur lui. Du coup, moi, personnellement, je n'ai pas trop ressenti cette pression au niveau des médias. Après, oui, Et c'est quelque chose que vous regrettez ou pas? Pareil, je vous lisais avant de venir, vous auriez aimé être traité comme Antoine Dupont, vous avez déclaré, mais est-ce que c'est de ce point de vue-là ou? pas du tout traité comme Antoine Dupont, juste essayer d'avoir la même carrière que lui, Ouais. ou même peut-être plus, j'espère. Mais non, c'est franchement pas de pression du tout. J'ai eu la sollicitation de pas mal de médias aussi, mais ça m'a fait très plaisir d'y répondre. Pas de grosse pression comme tu peux nous le dire là. Laurent, c'est intéressant parce qu'on voit que les entourages ont une place extrêmement particulière, pas particulière la place. À la fois le cercle familial et puis les conseils quand on élargit comme ça la bulle. Elle est importante cette bulle-là de sorte de protection, de cocon presque, dans la manière de profiter de sa médaille. Enfin, la cohésion, l'échange entre ce groupe qui existe autour de l'athlète, oui, bien sûr. Le fait qu'on prépare tout ça depuis un petit moment, la stabilité. Alors, le cas du sport co est très, très différent parce que c'est une équipe qui, même si un joueur se distingue, c'est quand même une équipe qui porte la médaille. Donc, je pense que le sujet est l'approche. Le sport individuel, tu gagnes ou tu perds, tu es tout seul. C'est un petit peu différent. Donc je pense que la pression, oui, elle est répartie sur la totalité des joueurs et Dupont en a pris une bonne part. Donc oui, pour revenir à la question, je pense que ce qui est très important, c'est que la connaissance si on prend le cas de Kevin, puisque Thomas est là, la connaissance de sa personnalité, de ce qu'il veut, de ce qu'il souhaite, on en discute bien avant et on prépare tous les scénarios. Tu gagnes, tu perds, on anticipe. Tout ça à froid, c'est très facile à aborder. La connaissance qu'on a de cet athlète-là et de sa personnalité nous permet de gérer sur place. C'est comme quand on répète ses gammes. Une fois qu'on maîtrise ses gammes, on peut sortir le beau geste au bon moment. Nous, on est là pour ça. Je ne sais pas si c'est beau ou si c'est mal, on se trompe, mais pour Kevin, on sait très bien comment gérer derrière. Mais vous dites on le prépare à froid, ça veut Ouais. dire qu'il y a une part d'imprévu. Le résultat est un imprévu d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et tout peut voler en Il est éclats. admis. Tous les résultats sont admis. Tous les cas sont admis. La blessure, l'échec, la réussite, la médaille de bronze, d'or, de la 4e place, tout est admis. Tout est su, tout est envisagé. L'essentiel, c'est de bien connaître l'athlète et potentiellement sa réaction avec ou sans médaille. Là, nous, on a annoncé pour Kevin le fait qu'il ne participe pas au jeu. C'est encore une autre option. Tout ça, on le fait avec on essaie de le faire avec beaucoup de calme et de sérénité autour d'un athlète qui, de toute façon, dans ces cas-là, est en souffrance. Thomas, je parlais de l'importance, je posais la question à Laurence de l'importance de l'entourage. Là, c'est l'entourage très proche pour ce qui vous concerne. Comment vous pensez votre rôle? Comment vous concevez votre rôle auprès de Kevin? C'est déjà un soutien, en premier un soutien, et c'est surtout une aide à sa carrière, pas d'un point de vue sportif, mais à développer sa carrière extra-sportivement parlant. Donc voilà, c'est de l'accompagner. Après, quand je dis, par exemple, là pour l'échec des Jeux, bien sûr que je ne lui disais pas c'est du sport, m'en parle pas, quoi. J'étais là pour lui et pour l'aider. Et je pense que c'est mon rôle principal. On rappelle que Kevin n'a pas participé aux Jeux de Voilà. Paris parce qu'il était blessé. Voilà, il s'est blessé 3 semaines avant à Paris et du coup il a annoncé son forfait la veille du décathlon. Et donc voilà, c'était un moment difficile pour lui, pour nous, et on est là pour le soutenir et pour lui dire que faut aller de l'avant et que ça fait partie d'une carrière, qu'il faut aussi capitaliser sur les résultats déjà effectués. C'est pour ça aussi que c'est important de profiter d'une médaille. C'est que en cas d'échec, ça permet de faire passer l'échec plus facilement, parce que pendant l'échec de cet été, quand on annonce les Jeux, qu'on va dans le Stade de France, que c'est blindé, toute la famille se met à pleurer, tout ça, faut se raccrocher à certains aspects. Mais ça suffit mentalement de se dire j'ai déjà eu 2 médailles d'argent olympiques. Ça suffit, ça glisse un peu mieux, quoi, on va dire. Ça suffit pas, mais c'est juste qu'en fait, Kevin, par exemple, au début du DK, il avait annoncé la veille, il était vraiment au fond mentalement. Forcément, on se raccroche à son record du monde, à ses titres de champion du monde, à ses doubles médailles d'argent au jeu. Parce que voilà, c'est des médailles qu'on a su savourer et qu'on a su s'imprégner d'un point de vue perso, tout ça. Et donc, du coup, je pense que l'échec est encore un peu mieux passé que si pour le coup, après chaque médaille, on s'était dit, allez, on enchaîne, on va faire ça, on enchaîne. Alors que là, chaque médaille, à chaque fois, on prend vraiment le temps en équipe d'en profiter, de savourer, de ne pas reprendre trop vite non plus, de se laisser le temps, etc.
On pense au passé, est-ce qu'on pense aussi à l'avenir, aux échéances qui viennent? Je pense que ça, c'est plus Kevin pour le coup, parce que c'est un compétiteur, quoi. Et quand il était dans les tribunes du Stade de France et qu'il voyait les jeunes faire le décap, il avait qu'une envie, c'était de leur montrer qu'il était encore là, quoi. Donc lui, je pense qu'il s'est vite remis dans une préparation et il pense déjà beaucoup à l'année prochaine. Après, nous, je pense que l'équipe aussi, le but, c'est aussi de calmer ses ardeurs et de prendre le temps de bien repartir au travail et enfin calme, quoi, de prendre le temps de souffler et d'y aller pas à pas, quoi. Andy, vous nous avez parlé de vos vacances en Espagne, du fait que vous êtes retourné auprès de vos proches, etc. Est-ce que ça a été facile, après la médaille d'or, de retourner au charbon, de retourner à l'entraînement, de remettre les crampons, d'aller retoucher le ballon? Comme je l'ai dit, quand je suis retourné aux sources, j'avais déjà repris. J'allais courir, j'avais repris la musculation, je m'étais déjà tourné vers objectifs, désolé. Je voulais m'imposer à tout prix dans mon club, je voulais à tout prix faire partie de cette grande équipe du Stade français, d'avoir une place, parce que je suis très jeune, c'est compliqué de s'imposer quand tu as déjà des cadres, quand tu as déjà des très bons joueurs dans cette équipe. Je voulais à tout prix avoir cette place, du coup, ouais, j'ai directement repris l'entraînement, j'ai pas grincé des dents pour rechausser les crampons. Parce que vous vous sentiez porté par cette médaille, est-ce que ça a joué sur votre confiance? Ouais, ça a joué, oui, j'étais en confiance, j'ai pu leur montrer, parce que je pense qu'ils étaient derrière leur télé à me regarder aussi, que j'avais aussi envie de jouer et que je pouvais avoir cette place sur le terrain avec ce que j'ai montré pendant ces Jeux. Émilie, on a bien compris que ça n'avait pas été si Non. facile de repartir à l'entraînement, d'aller chercher d'autres objectifs. Oui, ça a été compliqué. Pourtant, lors des Jeux, j'essayais, on me disait alors, maintenant, tu souhaites quoi? J'avais répondu direct, je souhaite devenir championne du monde direct l'année prochaine, je vais aller chercher le titre et tout ça. Mais en fait, j'étais dans l'euphorie. Et c'est vrai qu'une fois que je suis rentrée, je me suis dit, mais en fait, Émilie, déjà, pendant 2 ans, tu as eu des douleurs au genou, j'avais de l'arthrose, je ne savais même plus sur quel pied marcher. Ça a été super compliqué, en fait. Je veux juste me reposer, tout simplement, sachant que mon parcours d'athlète de niveau n'a jamais été linéaire. J'ai toujours dû en faire 2 fois plus. Donc, je me suis dit, là, en fait, tu veux juste profiter vraiment, tranquillement, sereinement de cette médaille, à la limite te faire 1 an tranquille, et tu reviendras à la fin de l'année posé. Et pour ressentir ce besoin naturel qui est en toi, ce feu intérieur qui va te dire ouais Émilie, on va jusqu'à Tokyo. Et au final, non, c'est pas ce qui s'est passé. J'ai repris plus tôt que prévu. Et, trop vite quand vous y repensez? Mais complètement, trop vite. J'avais dit que je voulais pas reprendre. On m'a dit si tu as quand même des obligations. Donc on veut que tu reprennes à telle compétition. Et en fait, je m'en souviendrai, je pense aussi toute ma vie de mon premier entraînement de reprise après les Jeux. Ça a été un calvaire. Ça a été un calvaire. Et donc j'ai repris. Et après, une fois que je suis lancée, on me dit vas-y, fais. Donc j'ai fait ma saison comme ça. Et je m'en souviens, donc j'avais repris en octobre. Et en janvier, avant j'avais mal à un genou. Et à partir de janvier, j'ai eu mal au 2e genou de l'arthrose qui s'est déclenché. La douleur, j'ai arrêté au bout d'1 an. La douleur a continué pendant 2 ans et demi, 3 ans après. Parce que, en fait, mon corps, je n'arrivais pas à poser des mots et mon corps s'exprimait à ma place. Parce qu'il y avait une forme de lassitude oui, du corps ou... Une lassitude du corps, une lassitude de la tête. Et en fait, cette année-là, qui a été un calvaire pour moi, j'ai développé un burn-out qui m'a suivi, même quand j'ai arrêté après. Donc finalement, vous n'avez pas réussi à surfer sur la vague de confiance. Là encore, tout à l'heure, je parlais des clichés en disant la vie est belle, la vie est rose et tout, mais c'est vrai aussi sportivement. Oui, ça a été. C'est pas tout. Le lendemain, on repart presque de zéro. Oui, mais en fait, il y a après aussi cette notion de quête de sens. Je savais plus. Là, j'avoue que pendant cette année, je savais plus pourquoi je faisais. Vu que j'avais repris plus tôt que prévu. Ça venait pas de moi en fait. J'avais pas ce feu parce que souvent, même durant ma carrière, je me disais est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, même quand les résultats n'étaient pas là. Et j'étais là mais si, on continue. Tu peux le faire, tu vas le faire. Je le sentais même quand des gens me disaient non mais c'est bon, elle va pas faire de résultats. Moi je le disais si, je le sentais en moi. Et c'est vrai que cette année-là, je sentais pas grand-chose. Je sentais pas grand-chose. J'ai fait un championnat d'Europe pour vous dire, je suis montée avant de même monter sur le tatami le jour de ma compétition, je boitais.
On me dit, non, arrête de boiter. J'ai dit, ah, mais j'ai trop mal au genou. Donc, j'y vais, je l'ai fait, je fais premier tour. J'étais là, franchement, j'aurais jamais dû faire cette compétition. Après, j'ai eu un petit sursaut d'orgueil pour mes championnats du monde, où là, ça revenait un petit peu à la fin de l'année. Et en fait, déjà dans la tête, j'avais dit, stop, j'arrête, je prends un an d'arrêt. En fait, j'ai laissé le choix à personne. J'ai dit à tout le monde, je m'arrête. Et là, les gens ils disent, c'est-à-dire, je m'arrête. En fait, je vais rentrer chez moi. Voilà, je vais rentrer dans ma famille qui est à Bordeaux. Je quitte même la région parisienne. J'ai besoin de couper avec tout le monde, avec le milieu sportif, avec le judo. Je coupe pendant 1 an. Si j'ai envie de revenir, je vais le ressentir. Je reprendrai naturellement le kimono et tout, je vais revenir. Et en fait, j'ai fait 1 an. J'ai jamais remis le kimono. Et naturellement, j'ai dit, c'est temps, il faut s'arrêter. Et depuis, vous êtes consultante pour Oui. France Télévisions, c'était Voilà. le cas à Tokyo et encore le cas cet été à Paris. Il est sujet à ça, Kevin, ou pas, cette forme de lassitude-là? Il fait un sport traumatisant, il y a 10 épreuves, le décathlon, mais il a aussi une appétence à faire d'autres sports. Il fait hyper bien du basket, par exemple, il joue hyper bien. Ouais, mais sa passion, ça reste l'athlétisme. Mais non, lui, il faut plutôt le freiner, pour le coup. Même si maintenant, avec l'expérience, il arrive à se freiner tout seul. Là, par exemple, il n'a toujours pas repris l'athlé depuis cet été. Mais non, il est plutôt. S'il s'écoutait, il serait tous les jours sur la piste pour travailler ses 10 épreuves. Donc, non, c'est avant, les coachs avaient plutôt intérêt à le freiner, mais maintenant, l'expérience fait que ça va. Il arrive à prendre le temps et vraiment sentir que justement, comme tu disais, il a vraiment envie de soit mettre le kimono, lui mettre les pointes et d'aller tâter le tartan, quoi. Il nous reste encore un peu de temps, donc si vous avez des questions, 5 minutes, Cyril. Et il y a des Micro tout de suite pour continuer à échanger avec les Monsieur. intervenants. Monsieur, bonjour. Bonjour. Une question qui va s'adresser peut-être un petit peu plus à Thomas ou Laurence. Sujet transversal à profiter de sa médaille et peut-être se voler un petit peu plus économique. On sait que le temps médiatique et du pic de forme sportif dont vous avez pu parler n'est pas forcément celui de la capitalisation économique. Vous utilisiez le terme, Thomas, tout à l'heure. Comment vous faites, vous, dans vos rôles respectifs, dans l'écosystème autour du sportif, pour justement, après cette redescente médiatique de la médaille, de la performance, faire en sorte que la vie change aussi sur le volet économique? On parle de sports qui sont visibles une fois tous les 4 ans, on va dire, pour certains d'entre eux. Après, il faut savoir s'adapter à l'actualité, à savoir créer des relations long terme, en fait. Moi, c'est surtout, je pense que si vous parlez d'un peu de l'aspect économique, nous, je pense que notre plus grande force avec Kevin, c'est qu'il a 2-3 partenaires historiques avec qui il a signé presque jusqu'à fin de carrière. Et en fait, il est tranquille financièrement grâce à eux. Après, on a d'autres sponsors, etc., qui étaient venus parce que voilà, l'appétence des jeux, etc. Mais et je pense notamment à Delphine Verheyden, son avocate. Elle a construit ses contrats de manière à ce que par rapport au décathlon, en fait, parce que je pense que chaque sportif doit avoir des contrats vraiment inhérents à son sport, parce que Kevin, il fait un décat dans l'année, donc forcément, il n'aura pas les mêmes attentes, ou il y a intérêt à ce que la marque n'ait pas les mêmes attentes, par exemple, que pour les frères Lebrun qui jouent tous les 3 jours. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment, et ça fait partie de l'équipe d'un sportif, c'est construire un système économique autour du sportif pour le libérer le plus possible, et vraiment pouvoir profiter de son sport et progresser dans son sport et s'épanouir dans son sport. Laurence Dacoury, vous voulez ajouter? C'est vrai que et la notoriété aide aussi. Enfin, Kevin peut prendre la parole en dehors de son décathlon annuel ou de ses décathlons annuels. Il peut prendre la parole médiatiquement pour raconter l'histoire, ce qui se passe réellement, parce qu'il y a une attente aussi. Mais on le fait rare aussi. La rareté fait que quand on a travaillé sur un documentaire, par exemple, ou 2 documentaires, le fait de raconter des histoires et d'exister en dehors de la compétition. Alors, on fait très attention à tout ça parce que là, oui, on entretient quand même une rareté et à la fois on fait des coups, ce qu'on appelle des coups, pour que l'histoire se raconte correctement autour de Kevin. C'est pas facile, mais on essaie de faire au mieux là-dessus. Et c'est vrai qu'on n'accepte pas tout. On a des demandes pratiquement tous les jours pour des garçons comme Kevin ou de la notoriété de Teddy ou d'autres athlètes dont on s'occupe. Ce qu'il faut, c'est essayer d'organiser une saison, une année, oui, d'essayer de se projeter et de travailler sur le planning, en fait. Donc, et ne pas subir, ça c'est pas facile, mais essayer de ne pas subir le rythme que certains médias voudraient imposer. Allez, on a le temps pour une ou
2 questions maximum encore. Alors moi j'ai une question pour le scénario inverse des sportifs qui ont brillé cet été et qui ne sont pas très souvent dans la lumière. Comment on gère, comment on dose la présence dans les médias pour justement essayer de capitaliser là-dessus d'un point de vue économique derrière? Comment ça se passe? Parce que là tu parles de Kevin, mais bon, tout le monde n'a pas la médiatisation de Kevin. Oui, non, oui, voilà, la notoriété installée. Tu passes de la lumière à la lumière. En fait, Kevin, même sur l'échec, il était encore dans la lumière. Après, j'ai croisé Manon Brunet tout à l'heure, avec qui on travaille aussi. Manon, elle a une boulimie de tout ce qui s'offre à elle aujourd'hui. Elle est très, très heureuse et elle vit pleinement ce qui lui arrive. Et elle a décidé de tout accepter. Elle court tout Paris, elle accepte tout et elle se réjouit de tout ça. Donc je pense qu'avant tout, c'est le plaisir et le bonheur que tu as à savourer et à t'engager dans ce qui t'est proposé, qui fera que tu auras les bénéfices de ce que tu fais. En fait, tu es responsable de ce qui t'arrive. Et Manon, aujourd'hui, elle a une petite notoriété parce qu'elle déploie. Mais après, sans juger qui que ce soit, je pense qu'il n'y a pas de règle vraiment. Si tu ne t'investis pas médiatiquement, si tu refuses toutes les invitations, c'est ton choix le plus strict et ça t'appartient. Et c'est surtout que ça correspond à ta personnalité. Il ne faut pas forcer le trait. Il faut... si tu es plus heureux auprès de ta famille, tu as tout à fait le droit de dire non, médiatiquement, je ne me positionnerai pas post-médaille ou pas. En revanche, moi, je sais qu'il y a eu beaucoup de déçus qui souhaitaient quand même avoir une audience médiatique et qui n'ont pas été sollicités. Voilà, il y a plusieurs athlètes, tir à l'arc, taekwondo notamment, on a eu des appels et ils nous ont appelé, Laurence, j'ai 0 proposition au lendemain de leur médaille d'or olympique. C'est des sports individuels, bon, ça peut être assez compliqué. Donc nous, on peut travailler offensivement pour ces personnalités-là, on peut, mais la demande médiatique, elle ne vient pas toute seule. Donc ça veut dire que nous, on appelle pour raconter des histoires. On propose des histoires aux médias. Merci beaucoup. Allez, on prend la dernière, vraiment la toute dernière question qui est là. Puis après, vous, de toute façon, pas d'inquiétude, vous pourrez poursuivre les échanges avec les intervenants juste hors du plateau. C'est juste que le temps est un peu compté et qu'il y a une autre table ronde après. Monsieur, bonsoir. Alors, bonjour, comme Messner, Bonjour. étudiant pour l'école Amos Sport Business School. J'ai une question qui concerne plutôt Andy, mais qui touche tout le monde. On a parlé du coup de l'événement, on a parlé de l'événement qu'est une médaille dans une carrière. Est-ce que la nouvelle génération, et donc je parle à Andy, est peut-être plus appropriée, plus adaptée avec l'entourage que Émilie a pu par le passé être impactée à ce point-là? Franchement, je pourrais pas le dire parce que ouais, moi, je suis très jeune, je ressens pas du tout cette pression médiatique. Après, comme je l'ai dit, j'ai eu aussi pas mal de gens plus âgés que moi aussi qui m'entouraient dans mon équipe. C'est un sport collectif. Du coup, je pense que niveau médiatique, c'est étalé. Et c'est plutôt les anciens qui récupèrent toute cette pression de comment gérer. On a eu aussi, avant les Jeux, des entraînements avec les médias, comment gérer cet engouement médiatique, si on perdait ou si on gagnait. Du coup, franchement, tout ce qui est médias, je ne ressens pas une grosse pression. C'est plutôt les interviews comme ça, parler avec vous, qui sont un peu compliquées pour moi, mais sinon, après, non, ça va. Après, c'est vrai que moi, avec les jeux, c'est là où j'ai vraiment découvert les réseaux sociaux. Par exemple, j'avais une page Facebook, mais je n'avais pas du tout de page Instagram. Je n'avais pas Twitter non plus. Donc, je pense que oui, la génération de maintenant est plus préparée vis-à-vis de ça parce qu'ils ont grandi avec les réseaux sociaux et même avant que le résultat tombe, ils préparent il y a toute une préparation avant avec pour raconter des histoires qui va amener. Il y a déjà une communauté. Voilà, il se crée une communauté, il y a même ce qui va amener des sponsors après par la suite. Moi, c'est vrai que j'ai tout découvert. Mais le jour des Jeux, quand j'ai gagné, tout le monde m'a demandé en com, est-ce que tes réseaux sociaux, j'ai dit, mais j'ai rien du tout en fait. Comment ça? Donc voilà, ça a été vraiment pour tout le monde, parce que c'est vrai que moi, ma génération, en tout cas moi, pour ma part, je ne donnais pas forcément d'importance à ça. Mais c'est vrai que maintenant, avec le recul, et ce que je dis à tout le monde, et ça, je le dis vraiment, c'est faites-vous accompagner et effectivement préparez les réseaux sociaux parce que c'est quand même important. Même si pour moi, le résultat est quand même le plus important. C'est ça qui parle vraiment. Mais voilà, il faut commencer par là quand même. Mais c'est vrai qu'avoir les réseaux sociaux, préparer, raconter une histoire, tout ça avant,
ça aide énormément aussi. Merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin. Merci de votre participation à tous les 5.